L'Europe, berceau du progrès universel. Et pourtant aujourd'hui elle semble prête à se sacrifier sur l'autel de ce même progrès. C'est une contradiction assez folle, et c'est justement ce qu'on va explorer ensemble. Alors voilà la question centrale, le paradoxe qu'on va tenter de décortiquer, ça nous force à regarder l'histoire et le présent de l'Europe d'une manière complètement différente. Et pour y arriver, accrochez-vous bien, on va utiliser un outil anthropologique assez surprenant. Pour comprendre cette dynamique, l'analyse qu'on décrypte aujourd'hui, elle s'appuie sur un concept anthropologique vraiment puissant. Et ce concept, c'est le fameux mécanisme du bouc émissaire de René Girard. L'idée est simple mais redoutable. Quand une société est en crise, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'unit en balançant toute sa violence, toutes ses frustrations sur une seule victime. Cette victime est vue comme la source de tous les maux. On la sacrifie et paf, un nouvel ordre peut naître sur ses cendres. C'est vraiment la clé de voûte de toute l'argumentation qui suit, donc gardons bien ça en tête. Et là on arrive à la thèse centrale, une thèse choc, faut le dire. L'analyse soutient que l'Europe est en train de se préparer à devenir le bouc émissaire, mais cette fois à l'échelle de la planète entière. Rien que ça. Ok, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pour le comprendre, il faut faire un petit retour en arrière, vers le passé impérial de l'Europe. Mais attention, pas de la manière habituelle. On va observer un phénomène de retournement complet. Regardez ça, c'est une inversion totale de la logique impériale. Avant, dans l'Empire classique, le pouvoir, les peuples, tout allait du centre, de la métropole, vers les colonies. Le centre contrôlait la périphérie. Logique. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Les peuples, les influences, tout vient des anciennes colonies vers la métropole. C'est la périphérie qui, en quelque sorte, vient transformer le centre de l'intérieur. Et cette citation, elle résume ça à la perfection. Les ex-empires sont désormais gouvernés par leur empire intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les dynamiques démographiques, sociales, culturelles qui sont héritées de l'époque coloniale, maintenant, elles se jouent à l'intérieur même des frontières européennes. Et ça, forcément, ça crée une situation politique et culturelle totalement inédite. Allez, on passe à une autre idée centrale de l'analyse, une idée assez dérangeante, ce lien quasi systématique en Europe entre l'idée de progrès et celle de sacrifice. Et cette chronologie, elle est assez parlante. Depuis plus de 2 siècles, c'est comme une constante. La Révolution française, on sacrifie les ennemis politiques. L'ère industrielle, c'est le sacrifice des ouvriers, souvent réprimés. Les guerres mondiales, n'en parlons pas, des générations entières de soldats sacrifiés. Chaque grande avancée, chaque grande crise en Europe semble avoir été payée par le sang ou la souffrance d'une partie de sa population. Et toujours au nom d'un futur meilleur, au nom du fameux progrès. Sauf qu'aujourd'hui, le sacrifice a changé de nature. Il n'est plus forcément physique, il est devenu culturel, symbolique. L'analyse suggère qu'il s'agit d'effacer les traditions, de mettre de côté les symboles d'un passé qui est maintenant jugé comme uniquement oppressif. En gros, on déconstruit l'identité européenne, vue comme la source des problèmes passés, pour pouvoir fonder un nouvel ordre. On est en plein dans la logique du bouc émissaire. La question qui se pose, c'est est-ce que tout ça, c'est un simple accident de l'histoire? Un concours de circonstances? L'analyse qu'on explore suggère que non, pas vraiment. Elle serait au contraire orientée par certains acteurs bien précis. L'argument, c'est que cette dynamique n'est pas laissée au hasard. Elle serait guidée par ce que le texte appelle des élites initiées. Et leur pouvoir n'est pas militaire, attention, il est symbolique. C'est la capacité à définir ce qui est bien, ce qui est mal, à modeler le grand récit historique et bien sûr à influencer l'opinion publique pour faire avancer un projet, celui de l'unification mondiale. Et pour que ce soit plus concret, on nous donne un exemple, celui de penseurs comme Jacques Attali. Il a, de manière assez explicite, formulé un projet de gouvernance mondiale, un monde post-national. Dans cette vision des choses, l'effacement des nations, en commençant par l'Europe, est carrément présenté comme une étape logique et même nécessaire du progrès. Voilà, on arrive au cœur du réacteur, au moment où toutes les pièces du puzzle s'assemblent, pour expliquer pourquoi l'Europe serait, dans ce grand récit planétaire, la victime parfaite, la victime idéale. La question est donc la suivante. Mais pourquoi l'Europe? Qu'est-ce qui fait d'elle la victime idéale dans cette histoire? Quels sont les facteurs qui la rendraient, d'après cette analyse, si prédisposée à accepter ce rôle de victime sacrificielle? La réponse, elle se trouverait dans une combinaison assez unique de facteurs. D'abord, elle est vue comme historiquement responsable, colonialisme, patriarcat, tout ça. Ensuite, elle est démographiquement affaiblie. Militairement, elle est quasiment désarmée, ou en tout cas dépendante. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, elle est culturellement imprégnée d'un sentiment de culpabilité. Tout ça mis ensemble, ça en ferait une victime qui, en quelque sorte, consent à son propre sacrifice. Ce schéma illustre une idée vraiment forte de l'analyse. Le sacrifice de l'Europe pourrait en fait unir les autres.
C'est assez paradoxal. Pour l'Afrique, ce serait une façon de régler la question de la colonisation. Pour le monde musulman, une revanche symbolique sur les croisades. Pour l'Asie, la fin d'une humiliation impériale passée. D'après cette thèse, toutes ces grandes puissances convergeraient en désignant un coupable commun, ce qui créerait un consensus mondial totalement inédit. Et c'est là qu'on boucle la boucle avec la logique de Girard. Parce que le but du sacrifice, ce n'est jamais la destruction pour la destruction, c'est un acte fondateur. La disparition symbolique de l'Europe en tant que pôle de civilisation autonome, eh bien, ça permettrait l'émergence d'une gouvernance mondiale unifiée, une gouvernance construite sur ses ruines. Et l'analyse nous laisse sur cette question. Une question ouverte et assez vertigineuse, il faut bien l'avouer. Est-ce que le monde multipolaire qui est en train d'émerger va accepter ce récit sacrificiel ? Est-ce que les nouvelles puissances comme la Chine, l'Inde, la Russie vont jouer ce jeu-là ? Ou est-ce qu'au contraire, elles vont inventer d'autres voies, proposer d'autres modèles où plusieurs civilisations pourraient coexister sans avoir à passer par l'immolation de l'une d'entre elles ? Finalement, c'est tout l'enjeu des décennies à venir. Et la réponse, personne ne l'a encore.